6 novembre 2024. La soirée électorale a pris des airs de bouquet final, concluant le duel Barbie-Oppenheimer électoral qui a déchiré et tenu l'Amérique en haleine toute l'année. D'un côté, Kamala Harris, avec une campagne flashy et caricaturale, a désespérément tenté de réitérer la prouesse marketing d'un Barack Obama. Kamala is brat s'est vite transformée en Kamala is brat, car la réalité du terrain l'a vite rattrapée. Sa proposition de valeur à côté de la plaque a achevé sa crédibilité auprès des électeurs indépendants soucieux de leur pouvoir d'achat et de la sécurité de leur pays. De l'autre, Little Orange Boy s'est abattu sur l'Amérique au terme d'un projet Manhattan électoral mené sans accroc. La bonne réponse au problème qui compte a fait oublier le cauchemar de 2020. Les fanatiques de l'homme orange célèbrent le retour de leur champion comme une revanche sur l'histoire, avec des promesses aussi espérées qu'inattendues: annexer le Canada et le Groenland, instaurer le cessez-le-feu en Palestine et réaffirmer la suprématie du dollar. Trump ravive la flamme d'une Amérique au sommet du monde. Peu importe les salades que vous racontent les propagandistes pro-BRICS, America is back, baby. Et derrière ce spectacle haletant, excitant pour les uns, angoissant pour les autres, une promesse en particulier retient mon attention, celle de détruire son ennemi juré, le Deep State. Cette entité mystérieuse, jamais clairement définie, est accusée de tirer les ficelles du pouvoir, au nez et à la barbe du processus démocratique. Et au risque de froisser les plus crédules, aveuglés par l'idolâtrie d'un homme, je me joins à ceux qui pensent que Trump n'est pas là pour détruire l'État profond, mais pour le renouveler, si ce n'est pas le remplacer. Merci à Julien qui sponsorise cette vidéo. Commençons par la base des bases. Le Deep State, ou État profond en français, est un concept souvent invoqué en grade et qualité de grand méchant, au visage invisible, celui dont la main frappe notre monde sans qu'on puisse la saisir. Oui, mais voilà, il n'est jamais clairement défini. On l'imagine à tort comme un État dans l'État, une organisation secrète de gens œuvrant contre les institutions. Ce n'est pas vraiment ça. Il n'y a pas de logo, ni de carte de membre, pas de grade, ni de tablier de cuisine pour disserter sur Copidou. En réalité, le Deep State désigne un système de pouvoir informel, une toile d'araignée composée de réseaux opaques qui opèrent en dehors des structures démocratiques, officielles et légales, sans aucune obligation de rendre des comptes à qui que ce soit. Ces réseaux court-circuitent les trois pouvoirs traditionnels, législatifs, exécutifs et judiciaires que l'on apprend à l'école. Ces réseaux sont composés de personnes issues de l'open world, c'est-à-dire des bureaucrates, des militaires, des membres du renseignement, des ONG, des lobbies industriels, patrons, journalistes, académiciens. Tous ces acteurs visibles composent cette toile d'influence, utilisant leur position et leur réseau pour peser sur les décisions publiques. En somme, ce sont les stakeholders, partie prenante en français, dont parle Clochard. Le divin chauve ne cherche ni plus ni moins qu'à institutionnaliser et légitimer leur pouvoir déjà exercé de facto et de manière informelle. Mais ces réseaux s'étendent également à l'underworld, ou monde souterrain, trafiquants, terroristes, mercenaires, assets et indiques de la CIA, sans oublier tous les sous-traitants qui opèrent sur le terrain. L'underworld comprend aussi toutes les petites mains des bureaux et des administrations. Le pouvoir politique, c'est le réseau, et la démocratie au fond n'est qu'un mode de gestion des ressources humaines. Elle permet à l'élite de continuer à collecter la sueur et la valeur ajoutée du Pékin moyen modestement enrichi, tout en obtenant son consentement et même sa ferveur à son propre asservissement, par le biais de sa participation au sacro-saint rituel du vote. En tant que plèbe, on ne peut qu'espérer une gestion des ressources humaines par le top qui soit la plus favorable possible à nos aspirations. Et si l'offre ne nous convainc pas, mieux vaut aller voir ailleurs, plutôt que de faire le neuneu sur les réseaux sociaux, ou pire, au bas de l'échelle d'un parti politique. Donald Trump, 78 ans, n'est pas revenu au pouvoir tout seul. En 2016, Trump 1.0 s'était présenté comme l'outsider, défiant les élites et promettant d'assécher le marais de Washington, responsable des maux de l'Amérique profonde. Avec Mike Pence à ses côtés, le milliardaire golfeur new-yorkais a construit son personnage d'homme providentiel avec un discours et une alliance improbable. Un conservatisme puritain, rassurant pour l'Amérique profonde, combiné à l'univers clinquant de l'argent et du showbiz qui le caractérisait jusqu'alors. Ce cocktail avait séduit des millions d'électeurs, leur offrant une figure capable de concilier valeurs traditionnelles et réussite économique. Trump lui-même, de par son statut et ses relations, faisait partie du Deep State. Pourtant, en se présentant en 2016, il s'est mis à dos une partie de cet appareil en bousculant les plans d'une certaine Hillary Clinton. Son discours anti-establishment n'a pas non plus été bien reçu, et sa présidence a été entravée, empoisonnée par des poursuites judiciaires l'accusant de collusion avec la Russie. En 2024, sa stratégie change. Trump 2.0, en continuant à mobiliser sa base de fanatiques, s'impose désormais comme le représentant d'un autre pan du Deep State. Il conserve son aura auprès des conservateurs, mais il s'ouvre davantage aux élites économiques et technologiques. Les milliardaires, souvent critiques de l'État fédéral traditionnel, semblent avoir trouvé en Trump un allié
stratégiques pour remodeler l'appareil en leur faveur. Des groupes comme l'America PAC, dirigé par Elon Musk, injectent des contributions massives dans sa campagne. Une partie des élites parie sur lui pour préserver ses intérêts dans un monde en pleine mutation. Certains achètent même leur place dans son administration. Ce positionnement reflète une transformation stratégique. En 2024, Trump 2.0 fait campagne comme un politicien traditionnel sur des sujets classiques comme le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration, tous délaissés par Kamala Harris. Trump 2.0 modère aussi sa rhétorique anti-establishment pour cibler des ennemis beaucoup plus consensuels que sont les bureaucrates ou les wokistes, tout en attirant de nouveaux alliés désireux de protéger leurs intérêts économiques. Enfin, Trump 2.0 a pivoté d'un mouvement bottom-up, du bas vers le haut, où il s'appuyait sur une mobilisation des masses, à un mouvement top-down, traditionnel, du haut vers le bas, où il contente le peuple tout en servant les objectifs des élites technologiques et financières. Auparavant infréquentable et personnifié comme le diable, Trump est de nouveau en odeur de sainteté. Et les big tech semblent non seulement l'avoir accepté, mais aussi adopté, comme en témoigne leur participation au financement de sa cérémonie d'investiture. Meta, Google, Amazon, Microsoft, Apple, OpenAI ont chacune donné à hauteur d'1 million de dollars. À cela s'ajoutent des entreprises comme Uber, Adobe ou Boeing, qui ont permis d'atteindre un montant record de 200 millions de dollars juste pour une investiture présidentielle. La récente conversion de Zuckerberg à la religion du free speech prêchée par Elon Musk, combinée à la mise au placard du wokisme, révèle le sens du vent qui souffle sur la Silicon Valley. Après avoir banni Trump en 2020, collaboré avec Biden pendant la pandémie et permis à Trey Parker et Matt Stone de créer des faux profils sur Instagram, Zuck nous met au parfum sur l'attitude des big tech vis-à-vis de la nouvelle administration. Même un Bill Gates, souvent perçu comme l'incarnation du deep state dans ce qu'il a de plus sale, s'est longuement entretenu lors d'un dîner avec le président élu. Les deux hommes partagent d'ailleurs un point commun, celui d'avoir contribué à la fortune d'un certain Jeff. Si historiquement la tech était acquise au Parti démocrate, qui avait favorisé son développement sous l'administration Clinton, les choses ont changé. La Silicon Valley s'est divisée et beaucoup de géants de la tech ont choisi de regarder ailleurs. En s'éloignant de leur ligne pro-business, pro-tech et pro-startup, le Parti démocrate a perdu les faveurs d'une partie de la Silicon Valley, alors que Trump incarne désormais cette ligne à son compte. Parmi les soutiens actifs de Trump, deux noms ressortent, Elon Musk et Peter Thiel. En misant sur l'homme orange, ces deux figures emblématiques de la PayPal Mafia poursuivent des objectifs clairs. Renforcer leur influence au cœur de l'appareil d'État pour déréglementer les marchés, décrocher des contrats gouvernementaux et à minima assurer une politique favorable à leur business. Musk est-il, comme n'importe qui disposant d'actifs et d'oseille, ne se contente pas de subir passivement la politique. Il s'y implique activement, utilisant leur fortune, les technologies qu'ils développent et les multiples connexions qu'ils ont pour défendre leurs intérêts depuis de nombreuses années déjà. La raison d'être du Deep State est d'orienter la politique des institutions démocratiques et d'en contrôler l'application par la bureaucratie, toujours dans le but de servir ses propres intérêts. Je ne fais que le répéter. Sous couvert de liberté d'expression, Elon Musk mobilise son réseau X, son capital social et sa fortune pour peser toujours davantage, aussi bien sur la politique américaine qu'à l'étranger. Son objectif, étendre et implanter encore plus son écosystème à l'échelle mondiale. Vendre des fusées SpaceX, des Tesla, pomper des données avec l'IA Grok, de la visibilité avec X Premium, de la connexion internet via Starlink et même des implants cérébraux avec Neuralink. Avant même son soutien à Trump et de faire aboyer les Européens, Musk était déjà actif politiquement par sa participation dans des groupes et des conférences et le lobbying habituel pour ces entreprises. Si Peter Thiel est moins vocal médiatiquement que Musk, son influence reste majeure. Il est impliqué dans de nombreux cercles de pouvoir informels de haut niveau, dont un particulièrement célèbre que j'ai déjà évoqué sur la chaîne. Avec sa compagnie Palantir, spécialisée dans le développement d'outils d'intelligence artificielle et d'analyse de données, il joue un rôle clé en aidant les entreprises et les agences de renseignement à optimiser leur prise de décision. S'il n'a pas injecté d'argent directement dans la machine Trump 2.0, Peter Thiel a placé son protégé J.D. Vance, pourtant un critique de Trump en 2016, au poste de vice-président. Avant de devenir une nouvelle figure du conservatisme, James David Vance a travaillé dans la société de capital risque de son mentor, Peter Thiel, qui l'a ensuite aidé à créer la sienne. En 2021, Peter Thiel l'a personnellement présenté à Trump, puis a financé sa campagne sénatoriale victorieuse à hauteur de 15 millions de dollars en 2022. Traditionnellement, le choix du vice-président vise à équilibrer le ticket sur le plan politique. J.D. Vance me rappelle, sans que j'y fuse, le jeune vice-président Richard Nixon, aux côtés de la figure respectée qu'était Eisenhower. Nixon, devenu sénateur en 1950, avait rapidement gravi les échelons pour devenir vice-président en 1953, bénéficiant à l'époque du soutien du lobby chinois, un lobby qui plus tard allait se recycler dans le complexe militaro-industriel américain. Et Nixon a mené par la suite une politique complaisante vis-à-vis du keynésianisme militaire théorisé par Paul Nitze, en augmentant les dépenses dans la défense. Dans la même veine, J.D. Vance incarne un jeune conservateur, connecté à un milieu puissant, ici la tech, qui s'impose sur la scène politique dans le sillon d'une figure totémique, en la personne
personne de Trump. Il représente une nouvelle itération du politicien, maniant un discours populiste réclamé et acclamé par une partie du peuple, lasser des lubies sorosiennes pour accéder aux fonctions officielles et servir les intérêts stratégiques de ses puissants sponsors. Avec des figures comme Elon Musk et Peter Thiel, le Deep State traditionnel, centré sur le complexe militaro-industriel, Wall Street et la bureaucratie des agences fédérales, se transforme et se recompose. Désormais, Big Tech pèse de plus en plus dans la balance des rapports de pouvoir. Les deux compères pris en exemple ici, Musk et Thiel, sont loin d'être des cas isolés. Quand Joe Biden se plaint d'une oligarchie naissante, il exprime surtout son inquiétude de voir des nouveaux puissants supplanter ceux qui dominent actuellement les cercles de pouvoir. Mais pourquoi Big Tech a-t-elle besoin de Trump? La réponse tient au fait que Trump était la seule option viable pour retrouver un pouvoir pro-business, pro-tech et pro-startup à la Maison-Blanche. Une position lâchée par le Parti démocrate comme en témoigne le milliardaire et investisseur Marc Andreessen, donateur de longue date du Parti bleu, qui s'est dit horrifié suite à une réunion tenue avec l'administration Biden, le poussant tout de suite à soutenir Trump. La stratégie des démocrates consistait alors à confisquer le développement de l'intelligence artificielle aux entrepreneurs et start-upers pour le confier à quelques corporations triées sur le volet, entièrement alignées et soumis aux ordres du gouvernement. Une partie de la Silicon Valley s'est sentie menacée et réprimée par les velléités de contrôle des innovations technologiques. Une crainte confirmée par le PDG de Coinbase qui a dénoncé une volonté claire de tuer l'industrie de la crypto, ce qui a poussé une partie de la vallée à franchir prudemment le Rubicon Trump derrière Musk et Thiel. La tech semble avoir réalisé qu'elle possédait les outils de pouvoir dont les dirigeants actuels avaient besoin. Mais au lieu de simplement leur céder, elle a décidé de prendre elle-même le pouvoir. Trump est le businessman qu'il pense être. D'un côté, il fanatise les masses, épuisées, en quête d'un messie, tout en rassurant les lecteurs modérés face à un parti démocrate perçu comme destructeur. De l'autre, il se présente à Big Tech comme un homme capable de leur offrir l'opportunité de prospérer, une prospérité essentielle pour remplir le frigo de ses électeurs. Le projet 2025 est un exemple de cette symbiose. À première vue, il s'agit d'un programme politique, élaboré par la Heritage Foundation, le think tank déjà à l'œuvre derrière Ronald Reagan dans les années 80, qui fait saliver les conservateurs option Ralph Lauren. En réalité, loin d'être un programme purement paléo-conservateur, centré sur l'isolationnisme et les valeurs d'antan de l'Amérique, le projet 2025 est un concentré de bon sens paysan, qui profite aux grandes entreprises et qui fait plaisir aux sportifs, dotés d'un pavé tactile d'origine. Sur son site, le projet met en avant ses propositions phares: réduire la bureaucratie, concentrer davantage de pouvoir dans les mains de l'exécutif et promouvoir l'indépendance énergétique, quitte à faire quelques entorses à l'environnement. Ces trois axes s'alignent parfaitement avec les priorités et les besoins de Big Tech, renforçant ainsi leur emprise sur la société et l'économie. Une bureaucratie allégée et un pouvoir exécutif complaisant offrent à des entreprises comme celle de Musk et Thiel intérêt fertile pour leur expansion. Elles échappent aux régulations complexes, se contentant de téléphoner au président. L'indépendance énergétique, un pilier du discours de Trump, lié à ses vues sur le Canada et le Groenland, favorise les intérêts de Musk. L'approvisionnement en lithium, l'or blanc et autres matières premières nécessaires aux voitures Tesla et aux batteries électriques dépend largement de politiques publiques facilitant la prospection et la distribution de permis d'exploitation. En somme, le projet 2025 fait d'une pierre trois coups. Il sert une lichette de conservatisme pour contenter le peuple fatigué de vivre dans South Park. Il cherche à renforcer le pouvoir exécutif du président pour faciliter l'implémentation des politiques tout en réduisant le budget lobbying des entreprises. Et il sert directement les intérêts des grandes entreprises, notamment des big tech, en leur garantissant un terrain favorable et des ressources pour prospérer sans entrave. Cette alliance entre Trump et big tech dépasse donc la simple convergence d'intérêts. Elle bouscule les rapports de pouvoir en Amérique, créant un modèle où les ambitions technocratiques s'appuient sur un populisme soigneusement calibré pour séduire le public qui vient de retrouver TikTok grâce à son président élu. Big Tech n'est plus un simple moteur de croissance économique. Elle est devenue un tentacule armé de l'empire américain que les propagandistes tiers-mondistes prennent pour mort. Le secteur technologique prend de plus en plus de place dans le deep state américain, à mesure qu'il prend aussi de l'importance. Elle s'affirme de plus en plus aux côtés du complexe militaro-industriel solidement installé, comme un pilier central de la domination américaine. Aujourd'hui, ce sont des outils comme l'IA, les satellites Starlink et les algorithmes de Palantir qui participent au maintien de l'influence des États-Unis, tout autant et peut-être bientôt plus que les chars Abrams ou les F-16. Face à la Chine et à la Russie, cette domination technologique n'est plus un luxe, mais une nécessité stratégique. L'hégémonie américaine repose sur sa capacité à rester en tête dans cette course technologique mondiale. Et pour cela, elle compte sur des entreprises technologiques comme SpaceX, OpenAI ou Google qui redéfinissent les règles du jeu géopolitique en mêlant innovation et contrôle. Mais cette puissance technologique est un outil à double tranchant. À court terme, l'alliance entre Trump et Big Tech consolide l'empire. Elle offre une stabilité apparente dans un monde polarisé, au bord de la Troisième Guerre mondiale,
mondiale, mais elle soulève des questions fondamentales. Car la finalité d'un empire, comme d'une entreprise capitaliste, reste la même. Atteindre le monopole, la domination totale en éliminant toute concurrence. Le marché libre, tout comme le monde multipolaire, ne sont que des conventions temporaires, injectant un peu de bottom-up dans une dynamique de domination depuis toujours top-down, du haut vers le bas, la main du haut qui écrase ce qu'il y a en dessous d'elle. Que fera la poignée d'entreprises du pouvoir qu'elle concentre de plus en plus? La démocratie comme mode de gestion par défaut des ressources humaines va-t-elle céder sa place à une technocratie bâtie sur l'IA et la robotique? Un gouvernement qui s'immiscera dans tous les aspects de nos vies pour le meilleur ou pour le pire? À voir. Et puis, une autre question se pose. Est-ce que Trump 2.0 et ses poteaux de la tech ne sont pas les mieux placés pour accomplir le fameux Great Reset, la grande réinitialisation prophétisée par Clochard? Rappelez-vous que dans Matrix, le rôle de Neo n'était pas de détruire la matrice, mais de la réinitialiser. Est-ce que le champ libre laissé au Big Tech va accoucher d'une réinitialisation totale de notre matrice? Va-t-on déboucher sur un scénario à la Elysium avec une technologie réservée à une élite pendant que le reste de l'humanité disparaît lentement à petit feu? Ou alors, est-ce que tout va bien se passer? Les réponses à ces questions viendront peut-être dans de prochaines vidéos si vous montrez vraiment un intérêt. D'ici là, abonne-toi, partage et soutiens ce travail via Tipeee. C'est le minimum syndical et j'en te serai infiniment reconnaissant.